comme ça. Donc, en ce qui concerne les littératures antillaises, donc comme pour toutes les propositions hein, de littérature à base géographique, hein, la question se pose évidemment dès le départ, c'est est-ce que ça existe hein. Donc la littérature antillaise, bon, ça, en soi, ça n'existe pas. Donc même en utilisant le pluriel, ce que j'ai fait, donc les littératures antillaises, on sait bien à quel point c'est une aire, enfin, qui est géographiquement relativement concentrée, mais extrêmement hétérogène, notamment parce qu'il y a 3 champs linguistiques complètement différents. Donc il y a un champ hispanophone, qui est celui qui est de loin dominant en population, hein, notamment à cause de Cuba, la République dominicaine et Porto Rico. Il y a un champ anglophone qui est tout sauf négligeable, hein, puisqu'il y a notamment la Jamaïque, Trinité et Tobago, tout un tas de petites Antilles en fait qui sont anglophones. Et puis il y a les francophones qui sont celles qu'on connaît le plus. C'est quand même celles dont je vais le plus parler. Où il y a les Antilles dites françaises, mais il y a bien entendu Haïti, hein, la première république indépendante noire au monde, enfin et d'ex-esclaves, et qui, par sa seule présence en fait, structure toute l'ère, y compris des littératures qui sont éloignées de la littérature haïtienne, en fait, font référence, que ce soit en direct, que ce soit dans leur imaginaire, à la présence d'Haïti au sein de l'ensemble. Alors, pendant très longtemps, hein, ces littératures, elles ont été étudiées par tout le monde, enfin, soit faites séparément, à part une exception énorme dans les années 30, dont je parlerai tout à l'heure. Mais jusqu'à très récemment, elles étaient étudiées de façon complètement séparée. Hein, donc la littérature cubaine, dominicaine et de Porto Rico dans le cadre des littératures latino-américaines en général, donc avec le Mexique et l'Argentine et le Chili. Les littératures jamaïcaines ou de Trinité ou de Sainte-Lucie étudiées par les Anglais, en fait, hein, dans le cadre des études universitaires anglaises. Et puis les littératures francophones étudiées par les chercheurs français ou africains, mais en tout cas uniquement dans le cadre francophone. Donc c'est seulement depuis une quinzaine d'années qu'il y a eu des gros efforts en fait en littérature comparée, hein, qui ont été faits pour arriver à déterminer et à montrer le fait que les littératures antillaises, ça existe et qu'elles partagent en fait un certain nombre de choses. Et ces choses, en fait, c'est qu'il y a un processus historique extrêmement fort. Et donc, malgré donc ces différences linguistiques très profondes, l'ensemble de la culture et des littératures de la zone vont être structurées par un processus historique qui est extrêmement fort et qui est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre endroit dans le monde où il y a eu un enchaînement en fait aussi radical hein, de phénomènes historiques qui, à part quelques rares exceptions, structure presque toutes les œuvres en fait qui ont été produites depuis 1800 quasiment dans la zone, de façon plus ou moins discrète. Donc un très bref rappel, bon, c'est la découverte hein, la découverte de l'Amérique hein, se fait aux Indes occidentales, qui s'appelle comme ça en anglais et parfois de temps en temps en français. Donc à Cuba. Ensuite, c'est la colonisation des territoires avec une extermination quasi totale, hein, avec rarement aussi radicale dans l'histoire de l'humanité. Hein, le premier peuplement caraïbe est quasiment exterminé, et pas en 2 siècles, hein, en quelques dizaines d'années. L'organisation en plantation, qui va évidemment caractériser toute la zone, et qui dit organisation en plantation, comme la main-d'œuvre indigène a été abominablement massacrée, dit organisation de la traite des Noirs africains. Donc alors qui concerne les Antilles, qui concerne aussi l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, mais là où ça se met en place au début, le système de la traite naît par les Antilles, enfin par les Caraïbes. C'est ensuite la naissance des créoles au départ, donc de l'aristocratie créole, donc les planteurs, et ce qu'on a appelé la créolisation des mœurs, hein, avec tout ce qui est cette fusion qui se fait peu à peu autour de la plantation, en fait, entre différents races, mais avec des barrières, on va voir, qui sont extrêmement puissantes, extrêmement sévères, et qui vont bien au-delà des abolitions. Ensuite, pendant plusieurs siècles, le développement des révoltes d'esclaves hein, dans toute la zone, révoltes parfois ponctuelles, peu importantes, parfois de vaste importance, qui concernent des îles entières. Donc Haïti en sera le summum. Mais ça, et puis à côté des révoltes elles-mêmes, donc le phénomène du marronnage, c'est-à-dire les esclaves qui réussissent à quitter les plantations, à fuir et à vivre dans la clandestinité, hein, dans les maquis, en fait, qui sont pas des maquis aux Antilles, mais enfin leur équivalent, dans les mornes, et à développer une civilisation quasi autonome pendant des dizaines d'années, voire des siècles. Ensuite, tardivement, il y a l'abolition de la traite d'abord, puis de l'esclavage, parfois beaucoup plus tard. Hein. Un petit rappel, donc il y a le coup d'épée dans l'eau de l'abolition de l'esclavage par la Révolution française, mais qui dure à peine une quinzaine d'années, puisque Napoléon la remet en place en 1804, hein, avec quelques intérêts enfin, du côté de sa belle famille, hein, comme vous pouvez l'imaginer, de riches planteurs martiniquais.
qui ne voyaient pas d'un bon œil le fait de ne plus avoir de main-d'œuvre gratuite. Mais donc, après ce faux départ de 1789, les premières abolitions donc à la Jamaïque, c'est 1840, suivi par les Français en 1848, et ça sera aussi tard que 1898 au Brésil. Donc, ça paraît très loin parfois l'esclavage. C'est pas si loin que ça. C'est 1865 aux États-Unis seulement. Avec l'abolition de la traite et de l'esclavage, donc disons sur la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a, comme le système des plantations, il est secoué, on verra qu'il y a quelques œuvres qui en parlent, il est nettement secoué économiquement par ça, socialement, mais les capitalistes ont plus d'un tour dans leur sac. S'il y a une main-d'œuvre qui disparaît, ils la remplacent par une autre, et c'est là que se développe une immigration massive dans la deuxième moitié du XIXe et le début du XXe, venant d'Inde, de Chine et du Liban, moins pour travailler dans les plantations que pour développer tout le négoce en fait interilles qui se développe à cette époque-là. Et puis beaucoup plus tardivement, avec l'énorme exception d'Haïti, il y a les indépendances, et puis les nouveaux statuts post-coloniaux, qui concernent notamment les Antilles françaises, qui à partir de 1945 vont changer en fait de statut, et ne plus être des colonies à l'ancienne, mais se rapprocher d'un statut, et ça sera un des grands choix faits en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane entre 1945 et 1955, on en reparlera tout à l'heure. Or, c'est cet enchaînement historique, il est évidemment extrêmement puissant. Il n'y a pas d'autres zones où ça a été aussi radical en 3 siècles, où il s'est passé autant de choses, autant brutales. Et au fond, malgré les différences de langue et malgré les différences de puissance coloniale concernées, que ce soit les Anglais, les Espagnols, les Hollandais ou les Français, ça s'est passé partout de la même manière, avec quelques petites variations locales. Donc, sous ces régimes coloniaux d'avant les abolitions et d'avant l'indépendance d'Haïti, il y a une production littéraire. Cette production littéraire, elle est pour le coup pas typique. Elle est de l'ordre de l'observation, du récit historique, mais qui est extrêmement descriptif. C'est-à-dire que les auteurs sont évidemment à cette époque-là à 98% des métropolitains, des puissances coloniales, qui font des voyages d'observation, qui transforment en romans, plus ou moins. Et c'est description de la flore, de la faune, des mœurs, des esclaves. Enfin, c'est des choses qui sont presque illisibles aujourd'hui, voire complètement illisibles. J'en ai regardé un ou deux par curiosité, donc c'est des trucs qui sont pas réédités, qui se trouvent dans des bibliothèques ou sur Internet parce que c'est libre de droit en général. Et il y a un certain nombre de choses en fait là-dedans, en revanche, qui vont structurer ce qui se passe après. Notamment, il y a donc toute une tentation, de cette écriture occidentale, regardez les Antilles, de mettre très à distance effectivement les nègres des plantations et encore plus particulièrement les nègres marrons. Là, c'est vraiment des criminels. C'est le mal absolu, pour un tas de raisons. Non seulement ils se sont échappés, ils ont échappé à un système, et on sent dans les rapports, dans les romans écrits par ces observateurs, dans les récits historiques, qu'il y a une menace qui est pas seulement les quelques milliers ou dizaines de milliers d'échappés que ça peut représenter, c'est une menace qui est sociale et psychologique, qui est extrêmement profonde, puisque c'est des gens qui, par l'absurde, démontre qu'on peut vivre en dehors de ce système extrêmement violent qu'est le système de la plantation esclavagiste. Un autre mythe qui se développe, donc qui atteindra son sommet littérairement vers 1820-1825, c'est le mythe du flibustier, qui est alors là soutenu par tout un tas d'écrivains créoles notamment. Le flibustier n'est pas du tout le pirate absolument abject, cruel et immonde que l'on connaît par ailleurs. Le flibustier, c'est une espèce d'aristocrate au grand cœur, vraiment qui a une noblesse presque naturelle, qui fait certes, il tue, il viole, il pille un peu, mais tout ça, c'est parce qu'il aime la liberté au fond. Et il y a une production d'écrits sur ce thème du flibustier, donc qui culmine en 1827 avec un roman qui s'appelle très originalement Le Flibustier, et qui est un poème épique de près de 500 pages, qui tente d'établir, en rassemblant tout ce qui a été fait jusque-là, par un auteur illustre qui s'appelle Poirier Saint-Aurel. Voilà. Donc, mais qui est un des autres mythes fondateurs des Antilles, qu'on retrouve donc chez les francophones, comme chez les hispanophones, comme chez les anglophones.
La plupart donc des romans qui sont produits dans cette période, disons entre 1770 et 1850, sont autour de cette description de la vie sous les tropiques. Donc à la fois c'est intéressant parce que c'est bourré d'observations concrètes, historiques, donc ça. Et puis c'est ce dont se nourrissent finalement tous les intellectuels qui sont en gestation pour la deuxième moitié du siècle, un peu partout. En même temps, c'est ce qui mène à cette espèce d'empilement de clichés que les écrivains plus tardifs, notamment les écrivains de la négritude, dénonceront comme dans l'ère francophone comme étant le doudouisme. C'est-à-dire les clichés, les foulards, les madras, et puis finalement les Antilles c'est ça, c'est effectivement du punch coco, et puis tout le monde chante, et puis c'est vachement sympa. Alors que dessous il y a une sauvagerie, économique et sociale qui est proprement monstrueuse, mais qui est totalement gommée évidemment dans toute cette description assez fleurie et gentillette des îles, quoi. Et donc à peu près à la même époque, donc les romans qui marquent ça probablement, c'est et qui eux ont une postérité, donc on peut trouver, même si c'est pas facile. Il y a de Ménard de Cueil, ça ne s'invente pas. Outre-mer en 1835, qui est le roman francophone. Donc c'est un roman de mœurs, c'est un tour de la plantation, et c'est un roman qui est écrit d'un point de vue, on dirait aujourd'hui extrêmement religieux, donc qui astucieusement décrit tout un tas de choses quand même, notamment sexuelles, à quart de mots, mais des choses assez sombres au niveau de la plantation, toute cette promiscuité, tous ces mélanges de races, vraiment c'est pas bien du tout, plus les risques d'amours incestueuses que ça peut créer à plusieurs générations, parce que finalement on sait plus qui est le père de qui, tout ça, et en même temps qui est assez complaisant. Alors qu'un Cubain, à la même époque, Cirilo Villaverde, lui il fait, partant des mêmes choses et des mêmes faits, fait une description, lui, qui est exactement l'opposé, en disant non mais ces planteurs qu'on les pende, il n'est pas encore trop tard, les Haïtiens sont pas allés assez loin, il faudrait éliminer le planteur et revenir à un système à peu près décent, un peu partout. Et c'est de la même époque puisque c'est de 1839. Donc sachant que dans tous les cas, c'est avant les abolitions dans ce cas-là. Alors il y a la particularité dans cette période-là, c'est la présence d'Haïti, donc qui est vraiment alors paradoxalement, la personne qui en parle sans doute le mieux de cette période de l'histoire d'Haïti, c'est pas un Haïtien, c'est un Cubain et un Haïtien d'adoption en fait. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard du Cubain, mais l'Haïtien d'adoption est un Américain, c'est Madison Smart Bell, qui a consacré une trilogie en fait à l'indépendance d'Haïti, plus une biographie romancée de Toussaint Louverture, et qui raconte dans le détail le caractère extraordinaire qu'a représenté l'indépendance d'Haïti. C'est quelque chose qui ne devait pas se produire normalement. Il a fallu une conjonction à la fois d'idées révolutionnaires en fait, donc d'une partie seulement des révolutionnaires bourgeois de 1789 en France. Une partie d'entre eux, les montagnards, dans la Constitution de 1794, sont allés en fait tellement loin, ont effectivement aboli l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Et à Haïti, la taille de la population, parce que c'était une île qui est gigantesque, à l'époque c'est les deux, c'est grand, il y a une énorme population, il y a un rapport colon blanc et esclave noir qui est extrêmement disproportionné, encore beaucoup plus qu'ailleurs, qui est de l'ordre de 1 à 10 quasiment. Donc du coup, quand une révolte d'esclaves prend puissance et qu'elle est soutenue par un gouvernement métropolitain, comme c'est le cas pendant 3 ans seulement, et ben là, après, la machine arrière est extrêmement difficile. Partout ailleurs, c'est machine arrière. En Martinique, ça prend 1 an et demi, les colons font tirer sur la foule, hop, et puis hop, tout le monde est au retour au travail dans les champs, puis ça suffit, c'est quoi cette histoire? En Guadeloupe, pareil. Haïti, impossible, c'est trop tard. Alors après, c'est des années de guerre civile, c'est Napoléon qui fait son double, son triple jeu, et qui fait emprisonner Toussaint Louverture, donc après lui avoir donné des garanties, et qui le fait mourir dans le Jura en prison. Mais la République est indépendante, et c'est du jamais vu, en fait, dans l'histoire. Donc évidemment, quels que soient les déboires ensuite politiques et sociaux de cette République qui se retrouve avec une liberté dont elle sait pas trop quoi faire, parce qu'en revanche, elle a pas d'économie correspondant à ça, et que remplacer ou faire vivre différemment le système des plantations, c'est pas gagné. Mais tous les pays autour, et notamment toutes les populations pauvres des pays autour, vont avoir pendant plusieurs siècles, pendant 1 siècle et demi, les yeux rivés sur Haïti, en fait, en disant finalement c'est possible d'être indépendant et de pas être exploité en fait par le planteur. Alors
À Haïti, le planteur, au bout de 30 ans à peu près, est remplacé par le bourgeois des villes qui a de l'argent et qui achète les terres. Hein. Enfin, faut pas non plus se faire trop d'idées. C'est pas une république communiste, hein, Haïti. Bon, voilà. À part cette petite parenthèse, donc ceux qui vont en revanche, donc à partir dès 1804, hein, commencer à faire quelque chose de différent, ça va venir d'Haïti assez logiquement, puisque c'est là qu'il va y avoir une certaine liberté de langage par rapport à une façon d'écrire la littérature qui est commandée, non pas de façon autoritaire, mais simplement parce qu'il n'y a pas le choix, par les métropoles. Donc un écrivain martiniquais guadeloupéen de 1835, il écrit comme s'il était à Paris. Enfin, c'est identique. Alors qu'un écrivain haïtien n'a plus cette métropole de référence, donc va se mettre à écrire différemment. Et c'est là qu'on voit pour la première fois rentrer dans la langue des termes de créole, des termes venant de l'oral, une langue écrite différente qui commence à exister, avec presque un siècle d'avance sur ce qui va se faire partout ailleurs. Donc de ce côté-là, il y a un vrai côté pionnier, hein, chez les Haïtiens, donc avec des gens qui sont quand même non plus pas extrêmement connus aujourd'hui, notamment Ignace No, hein, et son Isalina ou une scène créole de 1836, qui est peut-être le premier grand roman créole, quoi. Écrit en français, hein, mais avec plein de mots créoles dedans. Alors un des regards peut-être les plus forts en dehors donc de Smart Bell sur l'indépendance d'Haïti, sur cette société des années 1840, donc enfin 1850, donc juste au moment des abolitions chez les anglophones, les premiers, et chez les Français juste après. Curieusement, c'est un roman de 1966 en fait de Jane Rees, qui est une dominicaine de la Dominique, pas de Saint-Domingue. Qui a écrit ça en 1966. Donc c'est une femme qui a une histoire personnelle assez compliquée. Elle était originaire de la Dominique. Et une partie des déboires qu'elle attribue à son héroïne de 1848, hein, dans La prisonnière des Sargasses, c'est aussi une façon de purger en fait ce qu'elle a vécu, elle, en tant que femme très indépendante, très très libre, dans les années 60 en Angleterre. Enfin, dans les années 50 plus exactement. Dans les années 60, ce sera peut-être un peu plus facile. Et donc, La prisonnière des Sargasses raconte en fait l'histoire d'une veuve, c'est en l'imaginaire, ouais. Et d'une veuve qui possède en fait une grande plantation et la maison qui va avec et tout en Jamaïque, et qui manque de chance en quelque sorte, donc qui est tout à fait dans le système esclavagiste, et qui perd en fait son mari à quelques semaines avant l'abolition. Donc elle se retrouve femme seule avec une gigantesque plantation et des esclaves qui viennent d'être libérés. Et donc à la fois qui ne veulent plus travailler évidemment, et puis qui ont la haine. Enfin non, puisque pendant un bon siècle, ils ont bien été écrabouillés sous le joug en fait de cette plantation. Elle a 2 enfants, enfin et tout, et donc il faut qu'elle s'en sorte. Donc je vous laisse, si vous êtes curieux, de trouver le livre pour voir les moyens qu'elle utilisera. Bon, elle meurt assez rapidement et c'est la fille hein, qui est vraiment l'héroïne de ce roman. Alors la particularité de ce roman, qui se passe entièrement, sauf son dernier chapitre, aux Antilles, donc à la Jamaïque et à Dominique, sa particularité, c'est qu'elle l'a écrit volontairement sous une forme de gag littéraire assez complexe, comme la prequel en fait de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Et en fait, le personnage de La prisonnière des Sargasses, c'est la femme internée hein, du héros de Jane Eyre. Et c'est très cohérent, hein, ça fonctionne. Elle a veillé à ce que ça soit parfaitement intégré. Donc, elle a inventé en 1966 une vraie prequel littéraire de haute qualité, mais qui décrit la société des années 1850, disons, dans l'ère anglophone et francophone. Alors, après ça, parce que il faut que j'aille vite, parce que sinon, on est encore quand même que en 1850. Après ça, donc, on va aller directement, parce que ça change pas fondamentalement, vers le tournant du siècle. C'est le tournant du siècle. Bon, les dernières abolitions ont eu lieu, donc les plus tardives, Cuba en 1888, et puis le Brésil en 1890 et quelques. Et du coup, là, il y a une société qui commence à être une société objectivement en voie de créolisation, où la domination n'est plus directement raciale par le biais de l'esclavage, mais largement économique, en revanche, avec une forte classe de ce qu'on appelle dans l'ère francophone les mulâtres, donc des métis en fait, hein, qui peu à peu ont un statut notamment économique, notamment dans les villes par l'instruction, etc., qui est élevé. Et là, on bascule dans des jeux républicains assez classiques, où il y a dans quasiment tous les pays, les colonies, parce que c'est toujours des colonies françaises, anglaises et espagnoles, de force qu'on a appelé à l'époque les partis mulâtres, c'est-à-dire des partis qui sont
pas spécialement de gauche, hein, mais qui sont pour donner plus de pouvoir en fait aux Noirs et aux Métis, à ceux qui sont libres et à ceux qui ont un peu d'argent, hein, quand même, faut être honnête. On est encore beaucoup dans des systèmes censitaires, notamment dans tous les pays anglais à cette époque-là. Je parle même pas du droit de vote des femmes, vous savez bien qu'il faut quand même pas rêver, quoi. On est quand même en 1900 là. Donc c'est aussi à cette époque-là que il y a une déliquescence de la société des planteurs qui est amorcée assez mécaniquement à chaque fois qu'il y a une abolition de l'esclavage. Derrière la méthode classique d'extraire le sucre, le coton, enfin et tout, commence à battre de l'aile. Hein, ça sera pareil dans toutes les zones. Donc derrière, il y a les planteurs qui se désolent en disant c'était quand même mieux avant, quand on pouvait avoir toute cette manœuvre, c'était tellement bon marché. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile, hein, oui, c'est sûr. Et il y a des conflits qui se développent donc entre les usiniers, les négociants. Bon, ça devient là, ça ressemble à des circuits économiques classiques, je dirais, qu'on observe dans les métropoles. Et ce qui va être écrit à cette époque-là reflète un peu tout ça. Donc c'est un monde qui est inquiet, c'est un monde qui voit que ça bouge, comme on dirait aujourd'hui chez les journalistes, que les lignes sont en train de bouger, même si ça va être un peu lent, mais avec beaucoup de couleurs locales, parce que c'est ce que demande à ce moment-là le public, et notamment le public métropolitain des différentes colonies. Et là, c'est pour 20 ans ou 30 ans l'apogée donc du doudouisme, c'est-à-dire qu'on met des foulards et des fruits partout pour tout raconter, et de la couleur locale. En veux-tu, en voilà. Donc il y a tout un tas de romans que là je vais pas vous citer en fait, mais qui sont pas. Enfin, alors ça c'est dans l'entrée. Mais il y a un endroit évidemment où les expressions de cette décomposition sociale sont infiniment plus radicales. C'est Haïti. Haïti, parle français et puis dans la zone France est en forte opposition économique avec la zone espagnole qui l'entoure immédiatement, avec les Anglais en Jamaïque, parce que là pour le coup c'est le même système d'exportation, c'est de la concurrence directe, notamment sur le sucre. Donc dès que l'abolition est prononcée en France en 1848, Haïti plus que jamais va regarder vers la France, tout en étant indépendant, mais va se rapprocher culturellement et intellectuellement beaucoup plus que dans la période précédente, et ça va durer un bon moment. Et en même temps, les Haïtiens sont beaucoup mieux placés que les autres pour voir ce que c'est effectivement une société où le grand propriétaire terrien blanc avec son exploitation et son armée de contremaîtres en fait a disparu, en tout cas par le côté droit divin précédent, et a été remplacé par un truc plus ordinaire et habituel. Donc la façon dont les Haïtiens vont décrire cette période-là va être, elle, beaucoup plus, va commencer à se rapprocher, alors qu'on est qu'en 1900-1910, hein, du roman social, en fait, qui apparaît une quinzaine d'années plus tard, ou une vingtaine d'années plus tard, un peu partout ailleurs. Et les grands noms à cette époque-là, donc, sont des Justin Lérisson, Frédéric Marcelin et Fernand Ibert, qui sont des livres qu'on peut trouver, hein, et ça se lit. Enfin, après, je dirais pas que ce sont des chefs-d'œuvre, faut pas exagérer non plus. Faut être vraiment curieux. En revanche, à Cuba, il y a les mêmes phénomènes donc qui se produisent avec Lydia Cabrera en fait qui va recueillir tous ce qu'elle appellera, enfin elle le publie en 1940, donc tard par rapport à la période dont je parle, mais elle a commencé ce travail de recueil dès 1910, les contes nègres de Cuba en fait qui rassemblent quasiment l'ensemble du folklore en fait noir hispanophone, parce que c'est pas seulement Cuba, c'est aussi Saint-Domingue et Porto Rico, et qui le constitue comme un socle littéraire extrêmement puissant dans lequel tout le monde va aller se servir ensuite joyeusement. Les Français ne feront ça que presque 30 ans plus tard, ce recueil en fait de littérature, j'allais dire littérature orale, ce qui est toujours un de ces mots un peu difficiles, ce corpus oral, disons. L'autre figure à Cuba à cette époque-là, c'est une figure qui est peu connue finalement pour sa littérature, même si à l'époque est considéré comme un immense poète. Il s'appelle José Martí, mais son caractère spécialement radical pour l'époque, quasiment révolutionnaire, fait que il va être l'un des principaux inspirateurs en fait des futures révolutions, cette fois communistes. Donc il y a autour de tout ça va apparaître une littérature qui est à la fois réaliste, qui est devenue créole de fait, et qui va développer, donc en ayant cette fusion de l'oral, du conte, de la fable, tout un esprit de dérision et de grotesque tragicomique, alors qu'on observe à peu près à la même époque en Amérique du Sud, dans l'ère hispanophone, mais là qui va se répandre dans les trois airs à peu près en même temps, et qui va être une des caractéristiques, on parlera d'écriture carnavalesque,
Et aujourd'hui, quand on étudie ça, on peut vraiment faire référence à toutes les analyses de Barthes sur Rabelais. Hein. C'est vraiment la même façon d'utiliser la farce comme un moteur littéraire extrêmement puissant. Et ça va marquer quasiment toutes ces œuvres de là comme un support. À ce moment-là, les œuvres sont encore rudimentaires. C'est dans les années 60 qu'elles vont exploser. Enfin, je vais y venir dans quelques minutes. Dans les années 30, donc le fait majeur dans toutes les Antilles, mais pas seulement dans les Antilles, hein, c'est l'émergence de la négritude, mais cette fois comme école, comme concept qui est littéraire évidemment, mais qui est politique, social, et qui va regrouper donc notamment autour de revues. Alors ces revues extrêmement puissantes dans la zone francophone, que ce soit aux Antilles, à Haïti, et dans la zone hispanophone, à Cuba. En revanche, très peu dans la zone anglophone, parce qu'en dehors de la Jamaïque, c'est vrai que ça manque beaucoup de taille critique dans les différentes colonies anglaises qui sont très petites, hein, en fait. Donc il y a du mal à avoir un milieu littéraire dans chacune d'entre elles, et les îles se parlent assez peu entre elles. Donc ça va être un phénomène qui va être surtout donc hispanophone et francophone, mais les anglophones vont être totalement associés par les Américains, hein, puisque la négritude va largement mettre à contribution hein, des auteurs comme principalement Langston Hughes, donc un Américain de New York, hein, qui va être avec Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas en Guyane, dont on a parlé récemment à l'Assemblée, donc si vous avez suivi, puisqu'il y a un député un peu maladroit de droite qui a essayé d'attraper la ministre de la Justice, Christiane Taubira, sur Léon Gontran Damas, sur lequel dont elle est un peu une des grandes spécialistes en fait dans le monde, enfin au plan universitaire, donc c'était un peu risqué de sa part, et il s'est fait effectivement rattraper de volée de façon assez spectaculaire. Aimé Césaire, donc sur lequel je dirai un mot tout à l'heure, Jean Prismars à Haïti, qui est le chantre en fait de la négritude, Nicolas Guillen à Cuba et Claude McKay en Jamaïque. Alors la négritude, enfin je peux pas la décrire de façon sérieuse en quelques minutes, mais dans les grandes lignes, c'est la première fois qu'il y a une volonté, de dire l'ensemble justement des nègres d'origine dans le monde entier partagent un fait majeur qui les différencie fondamentalement des blancs culturellement et historiquement, que ça transcende leur langue, leur culture d'origine, et que ça doit s'affirmer comme un véritable moteur, alors au minimum social, voire politique, et en tout cas à la base, et d'emblée c'est par là que ça naît, hein, par le culturel. Alors avec cette formule extrêmement célèbre hein, de Sédar Senghor, l'émotion est nègre comme la raison est hellène, dont avec le recul, et on en parlera parce qu'il y aura des réactions évidemment contre cette formule, parce que elle est extrêmement puissante, mais elle est plus qu'à double détente, quoi, hein. Elle comporte des risques absolument colossaux. Donc bien entendu, cette revendication d'une différence radicale se comprend et va permettre le développement d'une culture phénoménale en 30 ans, mais avec des retours de bâton potentiels, et ensuite donc des gens qui vont s'en détacher. Alors dans cette période-là, donc grâce et autour de la négritude, l'autre phénomène qu'on va observer, encore de façon beaucoup plus forte qu'en Afrique à la même époque, c'est la prégnance de la poésie, hein, qu'elle soit en vers libre ou en vers classique, dans la littérature. La part de la poésie est complètement disproportionnée aux Antilles depuis les années 30, c'est sans comparaison avec la France ou l'Angleterre ou l'Espagne, et c'est vrai dans les trois aires linguistiques. Alors pourquoi je ne sais pas, j'ai pas de réponse directe. Une des pistes qui a été explorée est quand même que la nature assez radicale de ce qui est produit, notamment dans les années 30 et dans les années 50, en termes de revendications sous-jacentes ou d'affirmations sociopolitiques, fait que par rapport aux censures des puissances coloniales qui sont quand même puissantes hein, et assez déterminées, c'est plus facile de le faire passer dans de la poésie que dans de la prose. Parce qu'un essai, on comprend vite ce qui est dedans, et même le censeur le plus crétin peut le faire interdire, alors que dans un poème, c'est quand même déjà beaucoup plus difficile quoi, de voir toute la saveur séditieuse qu'il peut y avoir à l'intérieur. Alors, moi je pense que c'est une des raisons, et je suis pas le seul, il y a quelques chercheurs aussi, les autres ont trait aussi à la langue, c'est que en exploitant toute cette injection d'oral en fait qui a été faite pendant les 30 années précédentes à peu près, ça donne une dimension poétique naturelle beaucoup plus forte, qui est une des choses qui est exploitée à mort aux Antilles, qui sera beaucoup moins en Afrique. En Afrique, il y a l'ombre portée, je dirais, de Léopold Sédar Senghor, qui, avec tout ce qu'on lui doit et tout le respect qu'on lui doit, a une écriture qui est beaucoup plus classique, un respect de l'académisme qui est énorme,
Et il faudra aux écrivains africains presque 30 ans de plus en fait pour se libérer leur langue de cette espèce de carcan en fait qui est que si on écrit bien, on écrit comme ça. Aux Antilles, dès les années 30, ils commencent à se dégager de ça et avoir une écriture beaucoup plus foisonnante, beaucoup plus originale. Donc les grands... alors le roman historique qui est produit dans ces époques-là va suivre la négritude, et c'est dans les années 30 que la littérature des Antilles dans son ensemble bascule définitivement du côté en fait des Noirs, des mulâtres, des métis, et plus des békés ou des créoles historiques, qui étaient encore les producteurs 10 ans plus tôt. Eux, ils ont plus grand-chose à raconter en fait. De la façon dont ça s'est passé, ils sont plus dans le mouvement de ce qui se passe, de ce qui se fait. Les grands auteurs, les grands livres, et là presque tous là sont non seulement disponibles, mais c'est vraiment des grands livres. Il y a le Ainsi parle à l'oncle de Jean Prismars, donc qui est peut-être le premier roman de la négritude en 1929. Il y a Jacques Roumain, un autre haïtien, donc qui produit son premier gros roman, La proie pour l'ombre, en 1931, et qui en produit un autre quelques mois avant sa mort, qui s'appelle Gouverneur de la Rosée, en 1944, dont je vous recommande fortement la lecture. J'en parlerai pas tout à l'heure, mais je vous assure que ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu, vous ne regretterez pas. C'est un texte qui est magnifique, c'est assez court. C'est l'histoire en fait du fils d'une famille de pauvres agriculteurs haïtiens dans l'entre-deux-guerres, qui a passé le début de sa jeunesse en fait comme ouvrier dans les plantations à Cuba, et qui revient en Haïti dans sa famille à un moment où il y a une monstrueuse sécheresse, donc c'est la dévastation totale. En plus, les populations du village sont divisées par une vendetta bien pire que tout ce qu'on peut imaginer en Corse. Tout le monde s'en veut à mort à cause de l'âne qui boitait, je ne sais quoi. Non, il y a quand même eu mort d'homme, c'est un peu plus grave que ça, mais c'est... Donc toutes les forces vives du village sont divisées, alors même qu'ils affrontent la plus grosse catastrophe naturelle de leur histoire, qui sont incroyablement oppressés par les usuriers, les fonctionnaires corrompus, tout ce que peut être Haïti sous l'occupation américaine. Il faut rappeler qu'Haïti a été occupé pendant 19 ans par les Américains pour défendre les compagnies sucrières entre 1915 et 1934. Je dis pour l'anecdote, mais c'est quand même pas tout à fait neutre. Et donc, Jacques Roumain met en scène la naissance d'une conscience en fait politique chez ces paysans haïtiens, mais d'une façon, ça pourrait être un essai, ça serait moche, on s'ennuierait comme c'est pas permis. Et en fait, il le fait avec un roman qui est superbement écrit, avec une tonalité légèrement mythologique, en fait, tellement les personnages sont forts. Et vraiment, c'est très beau, quoi. Et ça a été réédité récemment par Le Temps des Cerises, puisqu'il y a un superbe éditeur qui fait peu de romans, qui fait surtout des essais, mais qui mérite toute votre attention. Je suis pas sûr qu'on en ait ici, mais n'hésitez pas à en commander, sinon. Voilà, donc après, un autre qui est très connu de la même époque, c'est Le Compère Général Soleil de Jacques-Stéphane Alexis, qui est aussi en imaginaire, chez Gallimard. Il y a plusieurs livres de René Despetres et de Jean Métellus également, qui sont les grands haïtiens des années 30. Alors quand je dis des années 30, c'est parce que c'est là qu'ils commencent à écrire dans cette période de la négritude. Certains d'entre eux produisent jusqu'en 1960, jusqu'à l'arrivée de Duvalier. Et avec l'arrivée de Duvalier, ça change un peu les cartes. Et on va rentrer dans un autre truc dont je parlais tout à l'heure, qui est la littérature de l'exil, pour les Haïtiens, pour les Cubains principalement. Les autres, il n'y a pas eu trop de raisons dramatiques à part pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans certains cas, aux Antilles françaises. À la même époque, le roman qui marque ce courant-là, de l'affirmation de la négritude en Jamaïque, c'est un livre qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle Banana Bottom, par Claude McKay, en 1933. Et puis aux Antilles françaises et en Guyane, c'est bien entendu, et ça j'en parlerai tout à l'heure, le Cahier d'un retour au pays natal, d'Aimé Césaire en 1939, qui à la fois est de la poésie, mais vous verrez, c'est une poésie qui est d'une puissance et d'une forme d'écriture qui transcende ce qu'on a l'habitude, pour moi en tout cas, d'appeler de la poésie, quoi. C'est vraiment l'expression peut-être. Alors après il y a des questions de goût personnel, mais je trouve d'une façon infiniment plus forte que tout ce que Senghor a jamais écrit. Il y a la négritude avec la beauté, la rage, l'intelligence de la situation, et tout ça dans un poème, quoi. Et c'est assez magnifique. Il y a Léon Gontran Damas, avec Pigment, son œuvre de 1937, qui est sa première grande œuvre, qui est la plus connue. Qui est un portrait a contrario, en fait. C'est le portrait du mulâtre bien élevé, bien dressé, qui doit absolument imiter le blanc, et qui a une façon, en fait, en creux, de montrer tout ce que, justement, il faut refuser désormais, de faire exactement ce que le maître blanc recommande de faire, alors même qu'il n'a plus le pouvoir ou le droit de l'exiger, quoi. Et puis, très connu, mais surtout à cause du film, même si le roman, lui, a toujours été beaucoup lu aux Antilles,
Il a rarement été beaucoup lu en France. C'est Rue Cazenègre, donc qui est un livre de 1950, mais qui a eu un magnifique film en fait au début des années 80, ça 83 je crois, par Eugène Palcy, et qui est donc voilà, bon. Alors, comme je disais tout à l'heure, la négritude va sécréter aussi ses propres limites d'une certaine façon. Alors soit par une forme d'usure ou d'insuffisance, soit aussi par des aspects de rejet et de déception. Alors notamment une auteure guadeloupéenne qui est très très connue, qui maintenant commence à être assez âgée, qui a produit énormément de romans, tous bons, voire très bons, qui est Maryse Condé, qui, elle, a testé, elle n'est pas la seule, mais elle en a parlé et formidablement bien, justement, cette idée de la négritude mondiale, c'est-à-dire que finalement, un Antillais martiniquais ou guadeloupéen, dans cet imaginaire des années 30, c'est un devoir pour lui d'être plus proche d'un Sénégalais ou d'un Béninois que d'un Français blanc de Paris. Et en fait, Maryse Condé, pour avoir testé un peu tout ça, elle revient avec une vision assez dure, en fait, en disant... Là, non, en fait, les Antillais et les Africains, on n'a pas cette fusion naturelle, elle est un peu illusoire. Elle a vécu 10 ans en Afrique, et elle en revient, et elle a écrit 3 romans sur ça, enfin pas que sur ça, mais notamment sur ça, en disant, c'est un peu une impasse, en fait, ça peut fonctionner, mais c'est des questions d'individus, il n'y a pas de fatalité de la race qui fait, la culture antillaise est vraiment différente de la culture africaine. Il y a des choses, évidemment, qui sont partagées, mais... il y en a qui ne sont pas du tout, hein, et donc cette exigence de la négritude intellectuelle, conceptuelle, est trop forte et puis aboutit en fait à des impasses littéraires et culturelles. Donc elle s'exprime beaucoup là-dessus dans les années 50. Les autres qui vont se détacher peu à peu de la négritude, eux c'est d'une façon plus graduelle, c'est plutôt en constatant des insuffisances. C'est que finalement, et pour arriver... plus tard à ce qui va s'appeler la créolité de façon officielle, hein, avec le manifeste en 1989, mais même dans la période qui précède, il y a une idée qui germe peu à peu, puis qui commence à irriguer la littérature, qui est de dire oui, mais ok, on est majoritairement, enfin à 90%, 95% les écrivains et les acteurs culturels des Caraïbes, on est noirs ou métis, hein. Donc, mais est-ce qu'on doit vraiment continuer à se définir uniquement contre le blanc en quelque sorte? Est-ce qu'on ne doit pas maintenant, voilà, c'est fait, hein, est-ce qu'on ne doit pas surmonter ça et passer à autre chose et puis vivre en fait notre culture, notre créolité? Et donc ça va irriguer et celui qui va probablement le faire de la façon la plus spectaculaire, c'est un Cubain, donc c'est Alejo Carpentier, qui va écrire un premier roman en 1945 qui est Le Royaume de ce monde. Qui est un roman, alors c'est un Cubain qui écrit, il écrit son premier roman est sur Haïti, donc c'est bien aussi un de ces éléments. Je disais que parfois c'est dur à imaginer vu de France, mais Haïti a vraiment ce rôle imaginaire complètement central en fait aux Caraïbes, quel que soit ce qui peut arriver à Haïti. Et donc Alejo Carpentier écrit Le Royaume de ce monde, qui est la mise en roman magnifique d'un épisode particulièrement tragique et grotesque de l'histoire d'Haïti, puisque c'est l'épopée du roi Christophe, qui est peu après l'indépendance, le roi qui se proclame roi dans la partie nord d'Haïti, et qui durera pendant une dizaine d'années à peu près, qui va continuer à marquer longtemps après les imaginaires du nord Haïti, enfin de ce qui s'appelait à l'époque Cap Français, qui s'appelle maintenant la ville de Cap Haïtien. Et Carpentier donc fait une description justement en utilisant alors là, toutes les ressources de l'écriture carnavalesque, de la farce pour tourner en dérision cette espèce de volonté d'indépendance contre tout bon sens de la part des Haïtiens, donc dans une époque précise, hein, et puis il écrit ça en 1945, il parle de faits qui se sont passés en 1810, 1815, mais c'est quand même symptomatique. Et donc son roman peut-être le plus connu, il en a écrit beaucoup, hein, lui il écrit beaucoup plus tardivement, donc c'est Le siècle des Lumières en 1962. Et le siècle des Lumières, donc, je le mentionnais tout à l'heure, c'est l'autre roman qui décrit peut-être le mieux de tout ce qui a été produit, la période 1789-1804. Et pour décrire cette période, Carpentier n'écrit pas ce qui se passe à Cuba, il décrit d'une façon remarquable ce qui se passe en France, à Cuba, en Guadeloupe, en Guyane, en Angleterre. C'est déjà un roman mondial, en fait, de l'époque, écrit par un Cubain, donc, en 1960. Enfin, en 64.
Et c'est un roman vraiment magnifique qui tourne en fait autour d'Haïti, en le mentionnant très peu et en montrant finalement l'effet que fait l'indépendance d'Haïti sur tout autour. Et c'est étonnamment moderne, enfin comme écriture, enfin c'est magnifique. Donc c'est dans cette période-là que la langue créole, qui avait fait que des irruptions en fait un peu modestes dans tout ça, va vraiment être reconnue en tant que langue, en tant que culture. Et donc là, on va voir apparaître les premiers, à la fois des écrivains en créole intégral dans les différentes zones, sachant que le créole dominant est quand même le créole français, dans la zone du fait du poids d'Haïti, du fait que plusieurs des îles anglaises en fait ont été longtemps françaises, donc Sainte-Lucie et la Dominique principalement, mais pas seulement. Et donc le créole français est quand même très puissant, y compris chez des auteurs anglophones. Et donc les grands tenants en fait de ce créole officiel ultra littéraire en fait, cette fois, c'est le poète Franck Étienne à Haïti, c'est Raphaël Confiant première période chez les Français, donc qui écrit en créole. C'est André et Simone Schwarzbart qui n'écrivent pas en créole, mais qui maîtrisent parfaitement le créole tous les deux et qui peuvent utiliser en fait une large part de créole dans leur écriture française classique, de façon naturelle, en tout cas sans être obligé à trop d'acrobatie. C'est Maryse Condé, c'est Daniel Maximin. Et dans cette réappropriation de la langue, il y a aussi un phénomène qui pourrait être anecdotique, mais qui est quand même intéressant, c'est que c'est dans les années 60-70, donc peu après sa consécration par le prix Nobel, que Saint-Jean Perse, en fait, est accepté et revendiqué en quelque sorte par la communauté littéraire culturelle antillaise et caraïbe. C'est à partir de 1960-65 qu'il n'est plus un poète béquet, mais un poète antillais. Et c'est aussi un symptôme du fait que c'est pas une réconciliation, mais que cet aspect fusionnel de la culture est en train de se produire dans ces années-là, mais ce qui est tard par rapport à la gestation, mais donc c'est dans les années 60. Et on va ensuite, c'est dans ce moment-là qu'on se rapproche du phénomène qu'on appelle, enfin chez certains chercheurs, la post-négritude en fait en Afrique, à peu près un peu plus tard, parce qu'il y a toujours ce petit décalage qui s'est fait, mais qu'on va trouver chez des auteurs comme Amadou Kourouma, comme Sonny Laboutansi, où il y a une réappropriation complète du langage. On dit nous on écrit comme ça, on peut utiliser tous nos éléments justement venant de l'oral, et ça irrigue la culture, mais c'est plus de la sous-culture, c'est la façon de produire en fait du sens et c'est dans cette période-là donc que ça se fait pour arriver donc avec ce manifeste de 1989, alors qui est épuisé pour l'instant, mais j'espère bien qu'il ne le restera pas. Voilà. Il est ici. L'éloge de la créolité, donc qui est écrit par un linguiste en fait, Jean Bernabé, et deux auteurs qui sont Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, alors qui sont déjà tous les deux célèbres, mais Raphaël Confiant n'a pas encore eu Patrick Chamoiseau n'a pas encore eu le prix Goncourt à cette époque-là, puisque c'est en 89, 3 ans avant, mais qui est une tentative de mettre en manifeste le genre du manifeste littéraire, qui est un genre un peu disparu malgré tout, mais ils font ça avec c'est un texte qui est magnifique, au-delà de l'aspect théorie littéraire qui est dedans, c'est une volonté de dire finalement la créolité, c'est cette fusion culturelle. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, qu'est-ce qu'on peut pas y mettre, comment ça se définit par opposition, comment ça se définit en positif. Et c'est vraiment un texte qui se lit très très bien. Je dois vous procurer l'occasion ou attendre qu'il soit réédité, ce qui tardera sûrement pas. Et dans la façon dont est défini ce creuset créole caraïbe, les trois auteurs, et ils seront rejoints par beaucoup d'autres dans cette période-là, ils étendent beaucoup le cercle. C'est-à-dire que pour eux, le sud des États-Unis présente les mêmes caractéristiques finalement culturelles, donc une bonne partie de la littérature produite, notamment en Louisiane, est justifiable de la créolité. La littérature de la Réunion et de l'île Maurice aussi, pour des raisons évidentes, puisqu'on retrouve les mêmes genres de caractéristiques. Une bonne partie de la littérature vénézuélienne, pareil. À chaque fois qu'on retrouve population indigène anéantie, immigration massive, esclavage, plantation, abolition, importation massive de Chinois et d'Indiens. À chaque fois qu'on a ça, on va retrouver finalement des cultures assez proches, alors qui ont leurs variations locales, mais qui sont justifiables d'un côté vraiment fusionnel, parce qu'on est sur un matelas un nombre d'épaisseurs de couches culturelles où ça a été très violent, c'est très très dur, ça peut le rester, mais quand tout ça commence à fusionner et à se capillariser, en fait, ça atteint une richesse que peu d'aires culturelles sont capables de produire ailleurs. Et je pense que c'est assez vrai, c'est pour ça que c'est une littérature particulièrement intéressante. Alors, les Haïtiens, par rapport à ça, sont un peu les électrons libres de la créolité.
C'est les seuls qui participent pas, franchement, mais parce que ils sont moins concernés que les autres. Ils sont indépendants depuis beaucoup plus longtemps que tous les autres. Ils ont une population qui est la moins créole en fait, hein, puisque la population d'Haïti est à 99% noire, et c'est beaucoup plus que n'importe qui dans l'air. La seule autre exception, pour des raisons qui n'ont rien à voir, c'est Trinité et Tobago, où il y a 85% d'Indiens. Mais là, pour des raisons effectivement de monstrueuses révoltes dans les années 1880, donc élimination massive des esclaves noirs, déportation à la Barbade et ailleurs de tous ceux qui restaient, et puis remplacement par des coulis. Mais c'est les deux seuls pays qui sont aussi marqués en termes raciaux. Les autres sont effectivement plus Creuset et Melting Pot. Donc les Haïtiens sont un peu à l'écart de la créolité, mais ça les empêche pas évidemment de réagir par rapport à ça. Donc notamment les trois auteurs dont j'en détaillerai un tout à l'heure, qui sont Gary Victor, Lionel Trouillot et Dany Laferrière. Et finalement, eux, ils sont plus intéressés d'une certaine façon à rendre compte, parce qu'il y a eu le duvalierisme et puis ses suites, et que c'est finalement plus structurant pour Haïti actuellement que la créolité. Donc il y a plus une volonté de rendre compte de la folie haïtienne, ce qu'ils appellent eux-mêmes la folie haïtienne, qui transparaît magnifiquement aussi dans une anthologie récemment parue chez Asphalt, qui s'appelle Haïti Noir, qui est une succession de nouvelles, mais qui là est très contemporaine, puisque c'est des nouvelles qui prennent place dans un Haïti, disons, de ces 7-8 dernières années. Mais c'est magnifique. Mais ça, c'est bien ce sur quoi travaillent le plus les Haïtiens aujourd'hui, parce qu'ils ont des particularités. Il va y venir aussi pour les Cubains, qui pour des raisons pas identiques, mais où il y a une proximité, on va retrouver. La seule écriture aujourd'hui où on va trouver des romans qui ressemblent un peu au type de romans que produisent les Haïtiens, c'est les Jamaïcains, pour des raisons finalement pas complètement différentes. C'est que la vie à Kingston, enfin avec le taux de criminalité, le taux de violence en fait que peut atteindre la Jamaïque, la rapproche plus de Port-au-Prince que de Port-of-Spain à Trinité, où on a l'impression d'être à Londres, quoi. Enfin, je caricature, mais à peine. Donc Andrew Salkey notamment, qui a écrit A Quality of Violence, qui est un grand écrivain jamaïcain. On a l'impression de lire un écrivain haïtien, sauf que c'est en anglais, puisque c'est pas traduit. Et puis il y a donc la littérature de l'exil, donc les Haïtiens qui se sont exilés, alors sous Duvalier, mais pas seulement, puisqu'il y a une longue tradition d'exil en Haïti, puisqu'il y a souvent eu des régimes assez autoritaires, comme en République dominicaine, et comme bien sûr à Cuba, où il y a toute une littérature cubaine d'exilés qui ont fui le castrisme, et je parlerai de l'un d'entre eux tout à l'heure. Et puis il y a enfin un grand auteur, il n'est pas le seul, mais il est emblématique, qui est dans le rejet complet, lui, par rapport à la créolité. Qui dit, la créolité, ça n'existe pas, ou alors si ça existe, ça n'a juste aucune importance. Et c'est pourtant un très grand écrivain, c'est Naipaul, un écrivain donc de Trinité et Tobago, qui lui se définit purement et simplement comme un écrivain anglais, et puis voilà, c'est tout. Il se trouve que je suis d'origine indienne, il se trouve que je vis et que j'écris à Port-of-Spain, mais tout ça n'a aucune importance. Alors bon, est-ce que c'est crédible ou pas? Je connais pas assez, moi, l'écriture de Naipaul pour pouvoir juger. Je pense que c'est à la fois sa volonté, c'est quelque chose qui se défend, mais c'est aussi, il y a aussi une part de posture, de dire, enfin, écoutez, vous faites chier avec votre créolité, quoi, enfin, on s'en fout. Et bon, je pense que donc voilà, donc ce manifeste mondialiste, et puis j'arrive au fait qu'on est aujourd'hui donc à peine, un peu plus de 20 ans après donc le manifeste, l'éloge de la créolité, et que on est en fait dans le déploiement en fait de cette écriture, qui a donc un certain nombre de romans vraiment extraordinaires qui ont été produits dans ce cadre, que cette mondialisation intellectuelle de la créolité se produit avec des hauts et des bas, mais qu'il y a beaucoup d'écrivains américains notamment donc qui regardent de plus en plus les Caraïbes, et curieusement pas seulement les Caraïbes anglophones, pas seulement donc la Jamaïque, mais les Caraïbes francophones. Les liens entre Haïti et l'Amérique du Nord et je parle des liens culturels, pas des liens économiques, se sont beaucoup resserrés, mais y compris les liens avec les Antilles françaises, avec les départements d'outre-mer français ou avec avec la Guyane. Dans cet aspect vraiment d'être tiré par la culture et par l'écriture. Voilà, j'ai été un peu plus long que prévu, je suis désolé. Je vous propose une brève pause avant de passer à des romans où j'essaierai d'aller encore plus vite.